Nous allons commencer par les points saillants de la recherche actuelle et l'évolution des pratiques cliniques récentes. En fait, le champ de la santé trans a été complètement révolutionné ces 10 dernières années. Et depuis environ 2010-2011, on assiste à un changement de paradigme vraiment majeur, avec un changement tant dans les concepts utilisés que les méthodes scientifiques pour étudier les personnes trans. Donc, une apparition de nouveaux mots, de nouveaux concepts, une manière très différente de poser les questions de recherche, des méthodologies différentes, des échantillonnages différents, qui ont abouti à des résultats fondamentalement différents dans cette question. Ça s'est accompagné aussi de changements sociaux et légaux assez majeurs dans divers pays et notamment ici au Québec. Premièrement, les jeunes sont de plus en plus visibles. Au départ, on pensait que les personnes trans étaient une population extrêmement rare pour se rendre compte qu'on arrive presque à 3% chez les plus jeunes, c'est-à-dire les 13-18 ans, dans des travaux assez représentatifs. Ensuite, les genres sont tout à fait différents de ce qu'on avait avant. On a de plus en plus, et la norme devient la non-binarité. Donc des personnes qui s'identifient entre les deux, nous en reparlerons plus tard, ou même des personnes qui s'identifient à genre. Donc une nouvelle manière de vivre le genre. Les demandes de soins sont aussi très différentes. S'il y a 20 ans, tout le monde venait consulter pour faire une transition médicale de type transsexualité, c'est-à-dire pour passer d'un genre masculin à féminin ou féminin à masculin. Aujourd'hui, les demandes sont complètement différentes et les transitions qu'on appelait à l'époque complètes, c'est-à-dire avec une hormonothérapie et une chirurgie génitale, ne sont plus forcément la norme. Ensuite, des changements légaux avec une modification de la Charte des droits et libertés qui annonce clairement l'égalité et le respect pour tous les genres, donc qui change beaucoup la dimension politique et économique des choses et des possibilités de changement d'état civil sans transition. C'est un aspect très important puisqu'avant, les personnes étaient obligées de passer par une démarche d'évaluation psychologique et ensuite une chirurgie pour pouvoir changer de genre. Aujourd'hui, toute cette démarche n'est plus nécessaire. Ce qui a amené à un changement dans les pratiques de soins et dans les interventions. Un changement vers une santé beaucoup plus globale, donc on ne se préoccupe pas en santé trans uniquement de l'aspect psychologique, mais de toutes les questions qui sont en lien avec le vécu des personnes trans. Les psychothérapies sont devenues inclusives au lieu de penser comme elles le pensaient à l'époque. On était même dans un paradigme où il fallait guérir d'une certaine manière. Ce concept-là est complètement caduc. Les accompagnements des transitions sont plutôt favorisés dans une approche transaffirmative et ce que nous verrons aujourd'hui s'inscrit clairement dans une approche transaffirmative parce que c'est l'approche qui est validée, pertinente, scientifique aujourd'hui par toutes les organisations professionnelles, la WPATH, qui est l'Association mondiale pour la santé trans, l'Association canadienne, mais aussi des associations comme l'APA, et les associations des sexologues et des psychologues. Donc la lutte principale a une visée beaucoup plus systémique, c'est-à-dire beaucoup plus aussi en termes d'accès à une égalité des chances pour les personnes trans. Et le psychologue, dans ce cadre-là, a une pratique qui ne peut être qu'en partie aussi politique et engagée, d'où la perspective transaffirmative. Ce changement de paradigme, il a déjà été annoncé à la fin des années 90, mais il est devenu vraiment évident dans la littérature scientifique en 2010 plus ou moins. Avant, on était dans un paradigme qu'on peut appeler de la dichotomie, c'est-à-dire on pensait que les personnes trans, en fait, souffraient d'un trouble de l'identité de genre, qui est donc une maladie. Et le concept de base était celui du transsexualisme, c'est-à-dire du passage d'un genre vers un autre. Dans ce paradigme-là, qui n'est plus en vigueur, comme c'est une maladie, on cherchait les causes du fait d'être d'une personne trans. Donc on avait 3 types de causes principales dans la littérature. Des causes biologiques, on se disait c'est un problème hormonal in utero, des causes génétiques qu'on n'a jamais vraiment trouvées, des causes
essentiellement psychodéveloppementale, donc on a beaucoup de littérature, notamment psychodynamique, qui parle de problèmes relationnels, de traumatismes familiaux, d'environnements non suffisamment supportants, de mères trop captatives. C'était des hypothèses qui étaient très, très en vogue dans les années 70-80. Et une grande hypothèse est celle d'une étiologie érotique, où en fait, une partie des personnes trans avaient en fait des motivations sexuelles pour devenir leur propre objet d'amour, par exemple, en se transformant en femme parce que ça les excitait. Et donc, toutes sortes de motivations et toute la question de la sexualité était vue comme extrêmement tabou, voire signifiant une forme de pathologie supplémentaire. Ce paradigme-là était complètement décrié depuis une dizaine d'années et a été prononcé comme absolument non valable. Aujourd'hui, on se retrouve dans un autre paradigme qui est celui de la diversité. Et dans un paradigme donc de l'identité. Être une personne trans, c'est avoir une identité de personne trans et non cisgenre, on reviendra là-dessus. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est comment ces personnes font face au développement au développement de leur identité dans une société dans laquelle ils sont minoritaires. Quels sont les facteurs de bien-être et de souffrance et comment faire des accompagnements affirmatifs en fonction des standards de soins, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Une première chose pour comprendre l'expérience des personnes trans, c'est qu'elle part du corps. Les personnes trans ne croient pas qu'elles sont des femmes dans un corps d'homme ou des hommes dans un corps de femme, fondamentalement. Ça a été un discours qui a été longtemps promu, avec lequel une partie des personnes trans était plus ou moins en accord, mais qui servait surtout à expliquer qui elles sont. En fait, les personnes trans, si on doit résumer, sentent que leur corps, dans le genre qui leur a été assigné, ne correspond pas à ce qu'elles ressentent du monde. Ça implique une forme de sentiment d'éloignement face à soi-même, un sentiment de non-authenticité qui a une forme de souffrance. Le but des personnes trans est de se sentir en harmonie avec elles-mêmes. En fait, quand elles font une transition, elles ne deviennent pas des hommes ou des femmes ou des personnes non-binaires, elles cessent de faire semblant d'être ce qui leur a été assigné. Donc ce mouvement-là est extrêmement profond et la motivation de trouver une forme d'alignement en soi est quelque chose qui les meut de manière très existentielle, phénoménologique dans leur parcours et qui est vraiment vécu comme une nécessité vitale. Donc tout notre accompagnement psychologique va être de favoriser à ce que ces personnes puissent vivre en harmonie avec elles-mêmes dans une société qui, des fois, est très difficile pour elles.